Le roman gaulliste en France a eu une très grande importance. C'est-à-dire que, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la France avait été globalement résistante et au fond, Pétain avait été un accident de l'histoire qui était presque marginal dans l'histoire glorieuse de la résistance française. Les Chinois ont une sorte de Christophe Colomb qui s'appelle Zheng He, 14e, 15e siècle, un explorateur. Actuellement, les historiens chinois font de lui une sorte d'anti-Colomb, c'est-à-dire que c'était l'exploration pour l'exploration, dépourvue d'un projet de conquête, d'asservissement, d'impérialisme. Donc la Chine essaie de construire son roman national pour se présenter comme une puissance qui défend... Une puissance pacifique. Voilà. Quand je vois, puisque je parlais de Bugeaud tout à l'heure, mais le nombre d'avenues ou de rues ou de places qui portent le nom de gens qui pourraient être accusés de crimes contre l'humanité. Je parlais de Bugeaud, on peut parler de Gallieni aussi à Madagascar. Ce qu'il a fait n'était pas vraiment très glorieux. Il faut regarder à la façon dont c'est mené. Parce que je crois que la brutalité, la concurrence victimaire, ce n'est pas pédagogique. Mais il y a aussi une décolonisation de l'histoire à faire en France. Ça nous ramène à la question de savoir si toute communauté n'a pas besoin d'un mythe fondateur, même toute lutte collective. Est-ce qu'on peut vraiment faire l'économie de ces figures qui portent quelque chose ? Les spartakistes allemands du XXe siècle ont un nom qui s'appuie sur la révolte de Spartacus. Bien sûr. Il y a, dans le passé le plus lointain, une poésie qu'il faut verser dans les jeunes âmes pour y fortifier le sentiment patriotique. Faisons-leur aimer nos ancêtres les Gaulois et les forêts des Druides, Charles Martel à Poitiers, Roland à Roncevaux, Godefroy de Bouillon à Jérusalem, Jeanne d'Arc, Bayard, tous nos héros du passé, même enveloppés de légendes. C'est ainsi que l'historien Ernest Lavis formulait le projet politico-pédagogique du siècle passé. Une histoire commune, fédératrice, enseignée à chaque élève afin de le rendre fier d'appartenir à la grande nation française, le roman national. Depuis, nombreux sont ceux qui questionnent cette vision. Les exactions des périodes peu glorieuses sont exhumées, pas assez pour certains, trop pour d'autres. Cette notion de roman national que nous allons décortiquer aujourd'hui est de plus en plus remise en cause. Pourquoi ? Ce roman est-il un héritage ou une imposture historique ? Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons au Collège des Bernardins Paul Petitier. Paul Petitier, vous êtes professeur émérite de littérature française à l'université Paris-Cité. Vous avez consacré, entre autres, 5 ouvrages à l'historien Jules Michelet, considéré comme l'un des pères du roman national. Vous avez co-créé la revue Écrire l'histoire aux éditions du CNRS, revue que vous avez également co-dirigée. Sophie Bessis, vous êtes historienne, vous avez été chercheuse associée à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Vous avez enseigné l'histoire contemporaine de l'Afrique à la Sorbonne. Vous venez de publier La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture, aux éditions Les liens qui libèrent. Merci à toutes les deux de votre venue. Petite question préliminaire pour vous, Paul Petitier. J'ai eu le plus grand mal à trouver une définition académique du roman national. Est-ce que vous pouvez nous le définir ? Une définition académique, je ne suis pas sûre qu'il y en ait. C'est une expression qui a été diffusée, notamment à partir des années 1980, en lien avec les lieux de mémoire de Pierre Nora, dans lequel, ouvrage collectif qui représentait une sorte d'inventaire des lieux communs de la mémoire collective française, et ouvrage qui montrait justement à quel point chacun de ces lieux de mémoire, de ces objets, avait été construit. Forcément faisait apparaître le caractère fictif d'une partie de notre tradition historique. Et puis, le débat politique s'est emparé de la notion, comme toujours. Et elle a donc été au centre d'un certain nombre de débats, que ce soit des débats académiques ou des débats politiques ou journalistiques. Oui, mais effectivement, il est difficile de donner une définition académique du roman national. Moi, je voudrais soulever 2 ou 3 choses à propos de ce terme. D'une part, si on prend les mots, roman veut dire fiction.
Voilà. Déjà, pour commencer. Je crois que, même si on l'a appelé de cette sorte qu'au début des années 1980, qui peut être le moment de la naissance de certaines formules très utiles politiquement d'ailleurs, mais enfin, ce roman national, pour ce qui est de la France en tout cas, né au XIXe siècle, et il faut relever cela, parce que le roman national est intimement lié à la naissance de la nation. Or, la nation est un concept extrêmement moderne, qui est né au XIXe siècle. Il n'y a pas de nation. Avant le XIXe siècle, il y a des grandes ères civilisationnelles, il y a des empires, mais enfin bon, la nation, c'est 1848, enfin, c'est cette époque-là. Et donc, c'est lié à un contexte particulier, qui est le contexte de la naissance de l'État-nation, qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, qui est de plus en plus remis en cause d'ailleurs aujourd'hui, le concept d'État-nation, aussi bien par le bas que par le haut. Donc, au fait, deux fonctions principales, me semble-t-il, de ce roman national, c'est d'abord rassembler une population hétérogène ou divisée autour d'un imaginaire commun. Et si on prend toujours la France, il n'est pas neutre de voir que c'est Jules Ferry qui a introduit le roman national à l'école après la défaite de 1870 et après la Commune, c'est-à-dire une population française profondément divisée. Et deuxième fonction, si je puis dire, c'est la légitimation d'un récit dominant, même parce que qui écrit le roman national? Et cette légitimation du récit dominant se fait par une instrumentalisation de faits soit réels, soit supposés. Voilà. Parce qu'il y a les deux. Évidemment, le roman national, vous serez d'accord avec moi, s'appuie sur de la réalité, mais pas seulement. S'appuie aussi sur de l'imaginaire. Je prends juste un exemple pour finir. Quand j'ai commencé à faire de l'histoire, je me suis rappelé ce qu'on m'avait enseigné à l'école. Et mon école primaire, je suis moi tunisienne, donc c'était à l'époque coloniale, donc j'ai eu le récit national français. Et puis quand j'ai fait de l'histoire, je me suis aperçu que Charlemagne n'était pas français du tout en réalité, que Charlemagne était allemand, qu'Aix-la-Chapelle, sa capitale, se trouvait en Allemagne, et on m'avait appris à l'école que Charlemagne était français. Voilà un exemple, par exemple. Alors, vous aviez tout à fait raison de commencer en rappelant que dans l'expression même roman national, on a un terme roman qui renvoie directement à un récit fictif. On y reviendra peut-être après pour la différence entre le roman national et le récit national. Bien sûr. Mais l'expression, quand elle apparaît, désigne quand même cette part de mythe dans le discours sur le passé. Et ce qui m'a intéressé aussi dans le moment où apparaît cette expression, c'est le rapprochement que Pierre Nora, je crois, fait avec la notion de roman familial chez Freud. C'est-à-dire, chez Freud, le roman familial, c'est cette histoire que l'enfant se raconte lorsqu'il a dépassé le stade où il croit à la toute-puissance de ses parents, donc pour, d'une certaine manière, réparer le sentiment de perte qu'il a en découvrant que ses parents ne sont pas tout-puissants, il s'invente un roman dans lequel il ne serait pas le fils des gens qui sont ses parents réels, fils ou la fille, mais il aurait des parents nobles, des rois, des reines, et par accident, il aurait été séparé de cette famille originelle. Donc, on voit bien comment, par ce rapprochement, le terme de roman national désigne une affabulation qui fait que la nation ennoblit son propre passé, se crée des ancêtres qui sont des ancêtres prestigieux. Réel ou supposé? Réel ou supposé. Alors, roman national, je rebondis sur ce que vous dites, parce qu'en fait, il n'y a pas que la nation qui construit son roman. La monarchie a construit un roman qu'on peut appeler roman monarchique, donc du coup par décalque, en inventant... N'était pas national. Qui n'était pas national, mais qui était le roman de la continuité dynastique. Absolument. C'est-à-dire qui gommait les ruptures entre les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, et qui présentait dans les manuels d'histoire de cette époque, chez Velly, chez les historiens d'Ancien Régime, la succession des rois, comme si cette succession allait de soi, était comme si la continuité dominait. Elle avait même inventé un ancêtre mythique
à la lignée des rois de France, qui était le fameux Pharamond. Oui, tout à fait. Voilà, qui aurait été peut-être un descendant de Troyen ou Troyen lui-même, sans doute que ça varie en fonction des versions. Et là, on voit bien comment ce roman monarchique lui-même se greffe sur le roman romain, latin, inventé dans l'Énéide par Virgile. Virgile, qui était le poète officiel d'Auguste. Voilà. Tout à fait. Et dont effectivement, tout le mythe de l'Énéide est totalement faux. Enfin, à part la figure d'Énée, le nom d'Énée existe dans l'Iliade. Oui. Voilà. Enfin, Anchise et Énée existent dans l'Iliade, mais pas plus. En fait, tout le reste est parfaitement inventé, à commencer par son amourette avec Didon, évidemment. Voilà. Et donc, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que l'ancêtre mythique, effectivement, c'est un procédé pas seulement dans le roman national, mais dans toutes les grandes histoires inventées, si je puis dire. C'est un procédé de légitimation, un ancêtre mythique, comment dire, tout à fait célèbre, semi-divin ou presque. Enfin, ça c'est effectivement. Mais là, nous parlions jusque-là du roman national français. Mais effectivement, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que, il me semble, la nation, c'est peut-être le concept de nation et d'État-nation est peut-être ce qui a été le mieux approprié par les régions du monde non occidentales, non européennes. L'État-nation est devenu quelque chose d'universel, et toutes les luttes de libération nationale se sont forgées, se sont déroulées sous le parapluie, justement, de cet État-nation, trouvable ou introuvable, peu importe. Et que donc, au fond, l'invention d'un roman national est devenue une sorte d'histoire de trope universelle au XXe siècle. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, parce que à partir donc des indépendances, des États, ou du retour à la pleine souveraineté, même pour les États qui avaient été indirectement colonisés, eh bien, il y a la construction de ce roman national. Et il est très intéressant d'analyser, de travailler sur ce trope, parce que, et je crois que, personnellement, je pense que c'est un devoir de l'historien ou de l'historienne, en l'occurrence, dans la mesure où la déconstruction de ces romans est une façon de faire de l'histoire. Oui. Voilà. Je pense qu'on devrait être plus attentif à l'histoire de l'histoire, et effectivement qu'une des premières choses à dire, c'est que le roman national, dans le fond, ça occupe un tout petit segment de notre histoire contemporaine, qu'il ne s'impose qu'à la fin du 19e siècle, hein, comme vous le disiez, avec Lavis. Et avec, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter qu'il est destiné essentiellement aux classes élémentaires. Tout à fait. Tout à fait. À partir du secondaire, c'est moins évident. Voilà, exactement. On remet un peu de véracité historique dans l'histoire. Oui, mais ça forme les enfants. Voilà, ça forme les enfants. Il faut que ça forme les enfants. Et ça forme aussi les classes populaires. Tout à fait. C'est ceux qui n'iront pas au-delà de l'école élémentaire. Tout à fait, puisqu'à l'époque, le certificat d'études, c'était la fin de la scolarité. Voilà. Enfin, à la fin du 19e siècle, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement. Hein. C'était quand on avait le certificat d'études et le brevet au grand maximum, c'était... Et effectivement, et là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, donc cette élaboration du roman national à usage, et vous avez tout à fait raison de le souligner, à usage des classes populaires, est une façon aussi de faire adopter par les classes populaires une idéologie dominante. Oui, voilà. Bien sûr. Leur raconter le roman de l'idéologie dominante. Oui. Et Paul Petissier, vous avez fait la distinction entre récit et roman national. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous faites la distinction ? Alors, je la fais parce qu'elle est faite et parce que quand on dit récit national, on élimine le côté fictif. Hein. Un roman est un récit fictif, un récit peut être un récit véridique. Alors, donc, récit national est une manière, en quelque sorte, de mettre à l'arrière-plan le caractère mythique, souvent donc lié très fortement à une identité nationale supposée exceptionnelle. On rejoint le roman familial, là. Donc, quand on dit récit national, il semblerait qu'on en revienne à une version qui soit neutre. Simplement,
un philosophe comme Paul Ricoeur, dans Temps et récit, a montré que tout récit était une configuration, c'est-à-dire une mise en ordre d'un certain nombre d'éléments, d'événements. Une construction, voilà, c'est ça. Avec l'établissement de rapports de cause à effet qui ne sont pas, donnés d'avance, qui sont bien sûr eux aussi des constructions. Je me référerai aussi à l'historien américain Hayden White, qui a écrit un gros ouvrage qui n'a jamais été traduit en français, tellement il a soulevé un tollé chez les historiens français, mais qui est intéressant malgré tout, qui s'appelle Meta History, dans lequel Hayden White montrait justement que tout récit est une mise en intrigue. Et donc, toute narration contient déjà des présupposés, contient déjà une organisation et par là même des biais. C'est-à-dire que le fil que le récit choisit va créer en somme des zones d'invisibilisation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout récit... Parce que disons que la différence, me semble-t-il, entre roman national et récit national est relativement... Enfin, il y a une porosité entre les deux qui est évidente, mais tout récit national, même s'il n'est pas totalement fictif, implique des occultations. Oui. Incontestablement, implique des silences, implique des omissions et implique la valorisation d'événements qui sont parfois totalement anecdotiques également. J'en prends un exemple, c'est le roman gaulliste. Le roman gaulliste en France a eu une très grande importance, c'est-à-dire que au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la France avait été globalement résistante et au fond, Pétain avait été un accident de l'histoire qui était presque marginal dans l'histoire glorieuse de la résistance française. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux historiens non français qui ont fait éclater le récit gaulliste, qui est Paxton avec la France de Vichy et Zeev Sternel également. Et donc, ces deux historiens, l'un américain, l'autre israélien, mais les deux spécialistes de la France, ont fait éclater ce roman national. Et il y a eu un déni pendant des années de nombreux historiens français avant qu'il devienne impossible, disons, d'occulter, disons, le fait que la France avait été, comme tout pays, largement collaborationniste ou neutre. Oui. Voilà, et que les résistants avaient été une minorité dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est quelque chose de très intéressant pour montrer l'occultation, le déni, qui est inhérent, me semble-t-il, à la construction du récit. Oui, je suis parfaitement d'accord. Que ce soit roman national ou récit national, c'est une entreprise de légitimation de la nation qui se fonde sur... Donc il faut qu'elle soit vertueuse. Il faut qu'elle soit vertueuse, il faut qu'elle soit héroïque, qu'elle ait quelque chose d'exceptionnel et même, je dirais, de messianique. Ça a quand même été le contenu du roman ou du récit national, justement pendant la période de sa plus grande, évidence. Cette idée que la France avait un destin qui lui était assigné d'emblée, extérieur au cours des événements, et que son histoire était la réalisation de ce destin qui était non seulement celui de devenir une république exemplaire, voilà, mais aussi de diffuser universellement cette mission et de créer une république ou des républiques mondiales à son image. Oui, ça c'est à partir de la grande nation, enfin. Voilà. Mais c'est intéressant ce que vous dites dans la mesure où, par exemple, une partie du roman français, c'est la France patrie des droits de l'homme. Moi, ça m'a toujours un petit peu amusé ou énervé, ça dépend des moments, dans la mesure où, si l'on lit les philosophes français des Lumières, de Montesquieu à Voltaire, mais ils font révérence à chaque page de leur écrit à l'Angleterre. Parce que tout de même, les grands philosophes des droits de l'homme, les grands concepteurs de ce qu'on a appelé les droits de l'homme et qu'on appelle maintenant les droits humains, ce sont les philosophes anglais, c'est Locke, c'est Hobbes, et c'est le XVIIe siècle, un siècle avant la France. Et quand on lit donc les Lumières françaises, ils font révérence. Montesquieu est un anglophile absolu, Voltaire est un anglophile absolu. Et là, dans le roman national français, c'est totalement occulté, et la France a inventé les droits de l'homme.
Vous avez raison, et ça se traduit aussi dans l'historiographie Tout à fait. par le caractère, alors encore une fois, exceptionnel de la Révolution française et la réticence à la comparer à d'autres événements, y compris à la Révolution américaine qui la précède, et à en faire donc un événement qui aurait sacralisé d'une certaine manière l'histoire de la France. Oui, c'est-à-dire que la France, telle qu'elle est décrite dans son roman, est née d'elle-même. Oui. En fait, voilà, elle est née d'elle-même, elle n'est pas née d'autre chose. Mais autre exceptionnalité, d'ailleurs, vous avez cité les États-Unis aussi, le roman national américain qui met totalement de côté le génocide des Indiens, déjà pour commencer. Bon, parce que quand même, voilà un pays qui s'est fondé sur une extermination, laquelle extermination ne fait pas partie du roman national. En revanche, le socle du roman national, c'est The Manifest Destiny, la destinée manifeste des Américains à peupler cette terre qui leur a été donnée par Dieu, que l'on a parfois appelée la Nouvelle Sion d'ailleurs, que les sionistes chrétiens ont appelé la Nouvelle Sion. Et donc voilà un très bel exemple en ce qui concerne les États-Unis d'une occultation et de la création d'une exceptionnalité. Voilà. Je crois que les États-Unis sont très, très exemplaires à ce niveau-là. Pour revenir un tout petit peu en arrière, Sophie Bessis, vous avez dit que la première mission du roman national avait été de fédérer les individus d'un même État-nation. Est-ce que, dans le cas de la France, le roman national a réussi? Est-ce que cette première mission a été un succès à un moment de l'histoire? Je ne parlerai pas en termes d'échec ou de succès. Oui, ça a marché, ça n'a pas marché. C'est les deux à la fois. C'est-à-dire que, bien sûr, si l'on prend l'exemple des petits Français, puisque nous étions sur la France, à une époque, ils ont tous appris le petit tambour Barra, le chevalier Bayard, et Henri IV, et Sully, et la poule du dimanche, tout ça, le pot-au-feu, du dimanche. Mais cela n'a jamais empêché les luttes de classe, les révoltes, la contestation de l'hégémonie de couches dominantes. Le roman national n'a pas réussi. Il a fait France. On peut dire qu'il a pu faire France à un moment, effectivement, ou faire Tunisie, ou faire Amérique, ou faire États-Unis. Je crois que nous parlons beaucoup de la France parce que nous y sommes, et que donc c'est ce qu'il y a de plus proche de nous dans l'instant T. Mais c'est un peu partout pareil. Mais cela n'a pas empêché les clivages profonds qui sont inhérents à toute société. Il n'y a pas de société sans clivage, il n'y a pas de société sans conflit, il n'y a pas de société, irénique. Cela n'existe pas. Mais oui, le roman national a pu souder. Mais il a soudé sur des présupposés qui me semblent tout à fait contestables. Il a soudé sur le rapport moi à l'autre. L'autre étant vu, en général, il a soudé par la construction d'une altérité. Et cette altérité étant toujours vue comme plus ou moins hostile. Alors elle a varié au cours des âges. L'autre n'était pas toujours le même, mais il était toujours autre, il était toujours relativement hostile. Et je crois que, là encore, peut-être les rectificatifs que l'on peut apporter aujourd'hui à cette construction, c'est d'effacer cette notion de l'autre hostile, de l'altérité hostile, différente, foncièrement menaçante, quelque part. Oui, finalement, il a plus soudé sur le volet patriotique, c'est-à-dire ça a été une adhésion plus au patriotisme qui était contenu dans ce roman que, par exemple, au républicanisme. Bien sûr. Il y a aussi une chose qui est importante, je pense, pour expliquer la force qu'a eu ce roman national, c'est le fait qu'il s'est superposé au grand récit, on retrouve le terme, du progrès. C'est-à-dire que l'histoire de la constitution de la nation, qui est le fil directeur du roman national, si on doit donner une définition tout à fait simple, le roman national, c'est un récit de la constitution politique de la nation, mais linéaire, voilà, mais qui se superpose au récit du progrès. C'est-à-dire que la nation, elle est censée être le cadre dans lequel va se réaliser
hein, ce processus de civilisation fondé à la fois sur le progrès scientifique et matériel et sur la démocratisation. Et je pense qu'on pourrait se demander si l'amélioration des conditions pour une majorité, je ne dis pas pour tout le monde, mais dans le dernier tiers du 19e et le début du 20e siècle, n'a pas finalement joué un rôle décisif dans l'adhésion au roman national. Et est-ce que le roman national tout seul aurait aurait procuré aurait connu une telle adhésion s'il n'y avait pas eu la soudure entre ces deux aspects? Oui, alors moi, ça me fait réagir de deux façons. Oui. Enfin, pas de réagir d'ailleurs. Je pense que ce progrès, enfin, dans les conditions de vie de la population, a été général en Europe occidentale, en tout cas. Si on prend l'Europe occidentale ailleurs, évidemment, c'est beaucoup plus problématique. Il y a eu des progrès, mais à partir des indépendances, essentiellement. À l'époque coloniale n'a pas été une période de progrès pour les peuples colonisés, contrairement à ce que raconte le roman national, d'ailleurs. On a occulté le fait que ce progrès des nations occidentales reposait aussi sur l'exploitation. Sur l'exploitation sans phare des colonies, tout à fait. Il n'y aurait pas eu... On l'a mis au bénéfice de la nation. Si l'on prend l'augmentation du niveau de vie en France et des conditions de vie, elle s'appuie sur deux piliers. Évidemment, les luttes ouvrières et les luttes syndicales et l'exploitation des populations des pays colonisés qui permettaient à la France de s'enrichir et donc de donner des miettes de cet enrichissement à ces classes populaires. Ça, c'est certain. Mais il y a, à mon avis, d'abord la première chose qui a consolidé ce roman, c'est que ça n'a pas été seulement l'école, ça n'a pas été seulement l'histoire. C'est la littérature, c'est le cinéma, il y a toute une littérature qui vient alimenter la construction de ce roman national et une littérature enfantine à l'intention des enfants, qui est une espèce de traduction sur le mode ludique, si je puis dire, sur le mode du divertissement de ce roman national. Je pense à La Comtesse de Ségur, par exemple, laquelle pourtant n'était pas française au départ, mais... Donc, il y a cela. Il y a aussi le cinéma, à partir de la naissance du cinéma. Comment s'appelle ce fameux film américain La construction d'une nation, justement. Griffith, oui. Voilà, exactement. Qui est un film d'un racisme total, absolument incendiaire, parce qu'il fallait rabaisser les Noirs, évidemment. La construction, c'était la construction d'une nation blanche et chrétienne. Je ne sais pas si ça vous rappelle pas un peu l'actualité, mais passons. Voilà. Alors, il y a cela. Et peut-être en réaction, disons, aujourd'hui, dans ce premier quart du XXe siècle, eh bien, la notion de progrès est quand même très fragilisée. Peu de gens croient encore à cette linéarité du progrès, vu les défis qui se posent à l'humanité, à sa relation avec le vivant, avec tout ce que l'on sait, bien sûr. Et du coup, justement, cette notion de progrès ne porte plus le roman national. Oui. Elle ne le porte plus, et il est d'autant plus facilement interrogé qu'il n'est plus porté par cet espoir de mieux-être, puisque d'après toutes les statistiques que l'on connaît, eh bien, les adolescents d'aujourd'hui, c'est la première génération qui est convaincue qu'elle ne vivra pas mieux que ses parents, mais plus mal. Voilà, et ça, je crois que c'est important. C'est-à-dire que ce qui a porté le roman national est en train de s'effondrer. La notion de progrès, la notion de civilisation, qui est quand même un des axes aussi des romans nationaux des pays colonisateurs, que ce soit le britannique ou le français, le belge c'est plus aléatoire, encore que, mais enfin, c'est la justification de la colonisation qui était portée par le fait qu'il n'y avait qu'une seule civilisation qui était la civilisation occidentale, et qu'elle était, d'ailleurs là je reprends les propos de Jules Ferry, où la France, nation où les races supérieures ont pour devoir d'aller civiliser les races inférieures. C'est le fameux discours à l'Assemblée nationale. Alors, je voudrais tout de même apporter une nuance à ce que vous dites, c'est que vous dites que le récit national est en train de s'effondrer. Non, j'ai dit que le progrès est en train de s'effondrer. Le progrès, oui, mais alors du coup, ça remet en cause le roman national. Je pense qu'il faudrait peut-être que nous fassions une distinction entre les petites nations,
Alors, je me permets de dire que la France est tout de même en position maintenant un petit peu... On va dire nation moyenne. Allez. Nation moyenne, de retrait. Donc, oui, je voulais dire, alors, petite nation, c'est peut-être un peu exagéré, mais les nations, disons, qui ont un sentiment de déclinisme. Et puis, les nations, voire les empires, qui, au contraire, sont dans des périodes d'affirmation. Par exemple, je pense à la Chine. Il y a un livre très intéressant, un ouvrage de Victor Louzon, qui s'appelle « Le grand récit chinois », qui porte sur l'élaboration actuelle d'un grand récit national chinois, qui montre d'ailleurs l'évolution de ce récit national qui autrefois était centré sur la Révolution, quand le Parti communiste chinois présentait une version marxiste de l'histoire de la Chine, mais qui maintenant évolue pour, dans le même sens que nos romans nationaux occidentaux, pour récupérer, en somme, le passé chinois et le relier à la période actuelle. C'est ce que j'allais vous dire, effectivement, parce que ce que j'en connais, je ne suis pas une spécialiste de la Chine, mais ce que j'en connais, c'est effectivement la réactivation d'une continuité millénaire. C'est ça. Et cette continuité millénaire, la Chine, grande nation, depuis 4000 ans, c'est-à-dire depuis beaucoup plus longtemps que l'Europe, parce qu'il y a aussi une concurrence des romans nationaux. Exactement. Et alors, donc, ça se traduit, d'après Victor Louzon, que je cite toujours, par notamment une sorte d'élaboration d'un modèle contre-occidental. Par exemple, sur le fait que les Chinois ont une sorte de Christophe Colomb qui s'appelle Zheng He, je crois, du 14e, 15e siècle, un explorateur qui aurait été jusqu'aux côtes du Sénégal, peut-être. Et actuellement, les historiens chinois font de lui une sorte d'anti-colon, c'est-à-dire que c'était l'exploration pour l'exploration, dépourvu d'un projet de conquête, d'asservissement, d'impérialisme. Donc, la Chine essaie de construire son roman national pour se présenter comme une puissance qui défend... Une puissance pacifique. Voilà, une puissance pacifique et qui défendrait un modèle alternatif au modèle occidental. Et non pas une puissance hégémonique. Mais effectivement, je crois qu'il est important de parler de cette concurrence des récits, parce que là, c'est plus un récit qu'un roman d'ailleurs, me semble-t-il. Il s'agit plus d'un récit, c'est-à-dire que dans la même veine, on peut parler du néo-ottomanisme de la Turquie d'aujourd'hui, par exemple, aussi. Le néo-ottomanisme de la Turquie d'aujourd'hui, c'est attention, nous étions un très grand empire, ce qui est vrai d'ailleurs. Il y avait 2 grands empires européens, qui étaient l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois. Il n'y en avait pas 36 à partir de l'époque moderne. Donc là aussi, il y a cette espèce de restitution d'un passé ancien pour dénier à l'Europe... Alors, ça sert à des choses tout à fait positives et ça sert à des choses qui le sont moins parfois. Mais pour dénier à l'Europe, parce qu'on est encore dans cette... dans ce format-là, c'est pour dénier à l'Europe sa croyance dans le fait qu'elle a été conceptrice de la civilisation. Voilà, non. Alors, effectivement, vous avez de grands empires, comme la Chine, dans cette continuité millénaire, comme ce néo-ottomanisme turc aujourd'hui, et je prendrai des pays beaucoup plus modestes. Je prends le mien, qui est la Tunisie. Quand la Tunisie a été indépendante, le premier chef de l'État tunisien, Bourguiba, donc la Tunisie, c'est un tout petit pays, la Tunisie, bien, a fait remonter la fondation de ce pays, même s'il ne s'appelait pas la Tunisie, à Didon, c'est-à-dire à 9e siècle avant Jésus-Christ. La fondation de Carthage, effectivement, Didon, pas a-t-elle existé, n'a-t-elle pas existé, c'est anecdotique à mon sens. Mais enfin, la fondation de Carthage comme échelle phénicienne au 9e siècle avant Jésus-Christ. Pour dire à la France, nous avons une histoire 3 fois millénaire. Donc, ne nous imposez pas votre vision de la civilisation. On est tout aussi civilisés que vous, sinon davantage. Donc, il y a ça, je crois que c'est important. Le roman national, ou le récit national des nations dominées, ou des nations qui le furent, c'est-à-dire une grande partie de la planète, eh bien, est aussi un récit de restitution d'une fierté nationale. Oui. Aussi, et il ne faut pas... Alors, ça a fait cet effet-là, ce qui ne veut pas dire
qu'ils ne sont pas également sujets à la critique. Attention, c'est pas, je ne veux pas dire par là qu'il faut, mais je veux dire par là que tout récit national, tout roman national a d'abord des fonctions. Il est d'abord fonctionnel. Ce n'est jamais gratuit. Voilà. Et alors, ça nous ramène à la question de savoir si toute communauté n'a pas besoin d'un mythe fondateur, même toute lutte collective. Donc, que faut-il faire avec... est-ce qu'on peut vraiment faire l'économie de ces figures qui portent quelque chose? Les spartakistes allemands du XXe siècle ont un nom qui s'appuie sur la révolte de Spartacus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absolument essentiel dans cette référence au passé, comme soutien, dans le fond, d'un projet, d'une cause, au-delà du roman national? Bien sûr. Bien sûr. Moi, je prends aujourd'hui, par exemple, l'État d'Israël. La construction du roman sioniste est une des constructions les plus intéressantes qui soit, dans la mesure où elle est purement fictionnelle. Alors, elle ne s'appuie sur aucune réalité. C'est-à-dire que l'État d'Israël est le successeur direct des royaumes juifs qui ont disparu à un peu plus de 2000 ans tout de même. Bon, et que entre ces royaumes juifs qui ont disparu un peu plus de 2000 ans et 1948, fondation de l'État d'Israël, il ne se passe rien, sauf la Shoah, en gros. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment l'État d'Israël est fondé sur la construction d'un roman national qui n'a rigoureusement rien à voir avec l'histoire de la région. Ils ont fait l'impasse sur 2000 ans de vie juive d'une richesse extraordinaire. Hein. N'oublions pas les penseurs, aussi bien d'ailleurs dans la judéité européenne que dans la judéité orientale, que l'on oublie très souvent, hein, et qui était une judaïté extrêmement importante. Mais ça, c'est une façon, l'oubli d'Orient est un sujet à lui tout seul, disons, le déni d'Orient. Et sauf, évidemment, la seule chose qui est sortie de ces 2000 ans de vie juive par le roman national sioniste est le judéocide, dans la mesure où ce judéocide parfaitement réel et parfaitement abominable, qui a été le crime des crimes, et l'instance de légitimation de la création de l'État d'Israël, même si le foyer juif a été créé par la déclaration Balfour en 1917. Permettez-moi encore un mot, à quel point certains romans nationaux peuvent être nocifs, parce que détachés de la réalité. Prenons le roman national de M. Narendra Modi aujourd'hui et de son parti en Inde, très intéressant. C'est-à-dire que cette histoire d'une richesse extraordinaire de l'Inde, le parti au pouvoir en Inde, qui est un parti fondamentaliste hindou, eh bien, est en train de créer un roman national indien exclusivement hindou. C'est-à-dire, il n'y a plus d'empire moghol, il n'y a plus d'autres réalités de l'Inde, c'est un empire hindou, donc effectivement, assis sur un mensonge historique. Parce que l'Inde est beaucoup plus riche et beaucoup plus plurielle, même si l'hindouisme est la religion dominante en Inde. Personne n'irait nier cela, bien sûr. Mais voilà comment aussi certains romans nationaux, j'en ai cité deux, donc l'israélien et l'indien, sont au service d'une idéologie hégémonique. Voilà, peuvent l'être. Sophie Bessis, j'ai une question au sujet du peuple juif, vous venez d'en parler, et de sa relation avec les chrétiens dans l'histoire occidentale. Sophie Bessis, dans votre livre, vous critiquez le concept de civilisation judéo-chrétienne, en affirmant qu'il est surtout destiné à faire oublier des siècles d'anti-judaïsme chrétien. Cet anti-judaïsme chrétien a bien existé, mais le travail initié par le Concile Vatican II d'extraction de cet anti-judaïsme de la doctrine catholique se poursuit encore aujourd'hui. On sait que le pape Jean-Paul II a parlé des Juifs comme les frères aînés des chrétiens, que le pape Benoît XVI disait des Juifs qu'ils étaient nos pères dans la foi. Est-ce que vous admettez que le judéo-christianisme peut avoir du sens de ce point de vue-là? Je ne le prendrai pas tout à fait de cette façon. D'abord, le terme judéo-chrétien, ce binôme, n'est pas un concept, dans la mesure où il n'a pas de contenu. Un concept, ça a toujours du contenu. Je dirais davantage que c'est une formule. Cela ne veut pas dire que le judéo-chrétien n'a pas existé. Il a eu des occurrences savantes. Il y a eu, au moment de la naissance du christianisme, le judaïsme et le christianisme ont mis un temps certain à se séparer réellement. Le divorce a été lent
entre le judaïsme et le christianisme. On peut dater les premiers textes anti-juifs, c'est Tertullien avec Adversus Judaorum à la fin du IIe siècle. Donc il y a eu une espèce de synthèse judéo-chrétienne dans les premiers temps du christianisme. Et puis après, vous avez des occurrences savantes à l'époque médiévale. Il y a eu, de Constantin à Vatican II, il y a quand même 17 siècles qui se sont passés. Donc, on ne passe pas directement de Constantin à Vatican II, avec un anti-judaïsme qui a été constitutif de la formation des imaginaires européens. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que la première altérité contre laquelle s'est constituée la personnalité, la chrétienté européenne, c'est l'altérité juive. Il ne faut tout de même pas oublier cela. Et d'ailleurs, le juif était considéré comme un étranger venu d'Orient. Quand vous prenez tous les dessins, toute l'iconographie chrétienne, le juif est un oriental. Voilà, il vient d'Orient. Et l'antisémitisme moderne, qui est un antisémitisme qui a succédé, si l'on peut dire, à l'anti-judaïsme chrétien, qui a fait du judaïsme une race, puisqu'on est le 19e siècle, c'est le siècle de l'anthropologie raciale et de l'invention de fondements scientifiques au racisme. Bon, on est tout dans ce scientisme du 19e siècle, et donc là, l'antisémitisme a succédé, si je puis dire, à l'anti-judaïsme chrétien, dont le paroxysme est évidemment l'extermination nazie, avec, il ne faut pas l'oublier, la complicité active ou l'indifférence de l'ensemble de l'Europe. C'est pourquoi la culpabilité a été aussi importante après. Et donc, oui, bien sûr, c'est très bien Vatican II, c'est très bien. Mais il a fallu attendre quand même très, très, très longtemps. Pour cela, c'est simplement ce que je veux dire. Et cette formule de judéo-chrétien a trois fonctions principales, si vous me permettez de les résumer très brièvement. La première, donc, c'est cette occultation de l'anti-judaïsme chrétien et de l'antisémitisme moderne. Je ne reviens pas, je viens d'en parler. La deuxième est une sorte d'appropriation, dans la mesure où, chronologiquement, le monothéisme dit abrahamique a trois branches, le judaïsme, puis le christianisme, puis l'islam. Et donc, par effet chronologique, si je puis dire, le judaïsme a énoncé les universaux moraux du monothéisme. Les 10 commandements, le tu ne tueras point, etc. Et donc, le fait le christianisme est, je n'ose pas employer le terme d'idéologie parce que c'est un peu trop moderne, mais est une religion de substitution, d'une certaine façon. C'est-à-dire, le christianisme s'instaure comme se substituant au judaïsme dont la mission historique est terminée, en fait, avec l'avènement du Christ et du christianisme. Et que donc, c'est une façon de s'approprier les universaux du judaïsme, et donc, de cette manière, l'Europe s'est instituée la matrice de la totalité des universaux qui ont été rapatriés de l'Orient. Parce que, je n'ose pas trop le dire, mais dans la mesure où ça ne se fait pas aujourd'hui, mais enfin, il ne faut pas oublier que le Dieu unique est une invention orientale, jusqu'à plus ample informé. Et ce n'est pas une invention européenne. Et troisième fonction, c'est la fonction d'exclusion, et d'exclusion de l'islam. L'islam est le troisième pied du triptyque monothéiste, du triptyque dit abrahamique. Et d'ailleurs, je veux dire, Abraham est beaucoup plus cité dans le Coran que dans n'importe lequel des évangiles. Il est plus cité que le prophète Mohammed dans le Coran, Abraham, et tous les prophètes du judaïsme. Et donc là, on arrive à une aberration totale qui est le judéo-chrétien d'un côté, et qui est devenu l'autre nom de la civilisation occidentale, et dans une altérité absolue, l'islam, qui est ailleurs et qui est hostile en général. Alors que il y a une unité de ces trois monothéismes, une unité religieuse, et même, j'irais jusqu'à dire, pendant très longtemps, une unité civilisationnelle. Paul Petitier, vous avez évoqué la nécessité d'un récit commun. Vous avez parlé de mythes fondateurs qui peuvent avoir leur utilité. Est-il possible de réécrire un récit national totalement inclusif, intégrant toutes les mémoires, toutes les histoires ? Est-ce que cette exhaustivité est possible dans l'enseignement de l'histoire ? Alors, dans le roman national, il y a un élément que nous n'avons pas encore commenté, c'est le singulier. Le roman national.
ce qui impliquerait que le passé ne peut renvoyer qu'à une histoire consensuelle. Est-ce qu'il n'est pas envisageable qu'il y ait des récits, qu'il y ait ou un récit plurivoque de l'histoire, un récit pluriel de l'histoire. Je pense qu'on n'arrivera jamais à réécrire. Puis je trouve que ce serait un peu absurde de penser qu'on va écrire un roman national absolument qui intègre tout. Je pense qu'il y a eu des évolutions, qu'on a intégré un peu d'histoire des femmes, un peu d'histoire de la classe ouvrière, un peu d'histoire des colonisés dans l'histoire de France, parce que jusqu'ici, je fais une parenthèse, mais on n'a pas prononcé beaucoup l'expression « histoire de France ». Alors, c'est pas la même chose que roman national. Est-ce qu'on peut encore faire l'histoire de France sans tomber dans le récit national, dans le roman national ? Je pense que oui, c'est une entrée, la nation, à condition évidemment de relativiser ce qu'elle a représenté, de relativiser son existence dans le temps, de montrer que donc elle a été précédée par d'autres structures et justement de confronter ces types d'organisations. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire de France peut être composée de récits qui sont des récits différents, qui ne cherchent pas à tout prix à être unifiés. Quand on écrivait un roman au XIXe siècle, c'était une histoire en général effectivement linéaire qui partait de, je sais pas, Madame Bovary, du mariage du personnage jusqu'à sa mort. Il y avait un personnage. Si on transpose dans le domaine de l'histoire, il y a un personnage dans le roman national, c'est la nation. Eh bien, il me semble qu'on peut faire de l'histoire de France en faisant des récits parallèles qui ne se recoupent pas, mais qui s'éclairent les uns les autres, justement, qui dévoilent les biais. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on peut abandonner le roman national pour faire de l'histoire. Exactement. C'est tout bête, oui. mais c'est vraiment ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire faire de l'histoire. Et l'histoire est toujours plurielle, elle est toujours complexe, elle est toujours contradictoire, elle est voilà. Et puis c'est l'histoire des uns, l'histoire des autres ne se recoupe pas. Et voilà. Et si on apprenait aux petits Français ou aux petits Indiens ou aux petits ce que vous voudrez l'histoire de ce qui est devenu leur pays, parce que la France n'a pas toujours été la France, comme voilà. Bon, on a inventé un petit peu la Gaule, justement, le roman national a inventé la Gaule et a inventé les Gaulois, en gros. Oui, on sait bien que Vercingétorix, c'est un personnage forgé au XIXe siècle. C'était un officier de l'armée romaine, d'ailleurs, à un moment donné de sa vie. À un moment donné, je crois, dans sa formation. Il a été un officier de l'armée romaine, Vercingétorix, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, on a inventé la Gaule et les Gaulois, qui a assez peu de rapport avec la réalité, je vais dire, de ce pays qui s'appelle la France maintenant, et on peut effectivement faire de l'histoire. Et chaque pays, chaque région du monde a ses côtés obscurs et ses côtés clairs. Il n'y a pas des nations qui sont nées, qui ont vécu dans la clarté et d'autres dans l'obscurité. Et quand on oppose des romans nationaux les uns aux autres, c'est ça que l'on dit en fait, que certains ont une histoire claire et d'autres ont une histoire obscure. Et ça va contre l'histoire. Je crois que donc on peut, et je dirais même on doit, en tout cas j'espère, que progressivement, eh bien, le roman national soit abandonné au profit de l'histoire. Oui. Et je pense que l'histoire de France peut être un cadre, mais parmi d'autres. Voilà. Elle n'est pas du tout incompatible avec d'autres perspectives. Il y a déjà des essais comme l'histoire mondiale de la France, par exemple. Oui. L'histoire mondiale de la France, qui est une démarche intéressante dans la mesure où la France, c'est pas une île au milieu d'un océan. La France a eu des rapports comme n'importe quel pays. Moi, j'ai écrit il y a quelques années une histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours, qui est un pavé, mais où j'essaye effectivement aussi de voir les relations qu'entretient ce qui deviendra au XIXe siècle la Tunisie dans son environnement proche, plus lointain. Voilà. Et donc ça c'est. Et puis restituer, par exemple, si je prends, parce que je suis davantage une spécialiste de l'histoire coloniale. Si vous prenez l'histoire de France, la France a été un grand empire colonial. Quand vous regardez ça, il y a, on raconte un petit peu dans les livres scolaires la colonisation française, mais
Elle n'est pas intégrée à l'histoire de France, dans la mesure où il y a des chapitres sur l'histoire de la France dite métropolitaine, et de l'autre côté, on dit voilà, il y a eu la colonisation de ceci, la colonisation de cela. Mais la colonisation fait partie de l'histoire intérieure française. Je prends deux exemples. Qu'aurait été l'économie française au XVIe siècle sans la colonisation de la Caraïbe ? Bon, par exemple, quel qu'aurait été le commerce, qu'aurait été la ville de Bordeaux, la ville de Nantes sans le commerce négrier? Bon, donc il faut l'intégrer. Qu'aurait été l'histoire de la France, l'histoire intérieure de la France à partir de 1830 sans l'Algérie, qui a complètement façonné, en fait, l'histoire de France, de Charles X à Charles de Gaulle. En fait, c'est l'histoire de l'Algérie et on ne peut pas comprendre la fin de la 4e République s'il n'y a pas la guerre d'Algérie, par exemple. Et ces deux morceaux de l'histoire ne sont jamais collés ensemble. Il y a d'un côté l'histoire intérieure et de l'autre côté l'histoire coloniale. Ça, par exemple, c'est une espèce de je dirais pas une imposture parce que le mot est trop fort, mais cela produit de l'erreur historique et ça produit une incompréhension et un mésusage de l'histoire de la France. Et aussi, je trouve qu'un des intérêts de l'histoire que vous décrivez, qui combine histoire nationale et histoire transnationale, c'est de montrer que la mondialisation n'est pas quelque chose qui succède à la constitution des nations. Mais qu'il y a finalement toujours une antériorité de la mondialisation sur les structures plus locales qui se construisent. Et l'intérêt que cela peut avoir dans notre présent, c'est aussi d'arrêter de nous faire penser la mondialisation comme un événement, à la fois fatal, cataclysmique et qui nous menace constamment, alors que c'est quelque chose qui a toujours, d'une certaine manière, qui s'est toujours tissé à notre histoire et par rapport à quoi on a trouvé des modes d'organisation qui permettaient de préserver des structures plus locales. Oui, mais moi je pense que si la mondialisation est vue comme un cataclysme, c'est qu'à partir du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, elle a toujours été favorable aux pays européens. C'est-à-dire la conquête de l'Amérique, première mondialisation, si on peut dire, avec l'instauration, la conquête, le commerce triangulaire, le sucre, le coton, enfin, tout cela. Donc, c'est une mondialisation qui a énormément profité à l'Europe. Si on va vite, la mondialisation coloniale a évidemment énormément profité à l'Europe, puisque le monde entier, pratiquement, était sous la coupe de l'Europe ou de son prolongement américain. Et la mondialisation de la fin du XXe siècle est une mondialisation inverse. Oui. C'est-à-dire que c'est une mondialisation qui n'a pas été favorable à l'Europe. Oui. C'est-à-dire qu'on a reconstruit la carte industrielle du monde, alors qu'elle a été favorable à l'Europe. Il ne faut pas oublier quand même que jusqu'au XVIIIe siècle, l'Inde était la première nation textile du monde et qu'il a fallu la colonisation anglaise pour détruire l'industrie textile indienne. Vous savez ce que faisaient les Britanniques? C'est couper le majeur des tisserands indiens pour qu'ils puissent plus tisser. Voilà, entre autres. C'était d'une violence inouïe. Et donc, tout cela a été rapatrié en Europe, comme l'industrie de la porcelaine qui avait été chinoise, etc. Et puis, ne voilà-t-il pas qu'à partir des années 1980, cette carte industrielle mondiale se redessine en défaveur des vieux pays industriels du 19e siècle, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord. Et c'est pour ça qu'elle est vécue comme un cataclysme. Oui, parce qu'elle n'apporte plus de bénéfices. Oui. Voilà. On a parlé un peu quand même de la remise en question de l'histoire de France, des exactions françaises quand même. Paul Petitier, quel regard vous portez sur les mouvements qui visent à déboulonner des statues, à changer les noms des rues par exemple? Je trouve que c'est un sujet compliqué d'une certaine manière parce que je pense d'abord qu'il faudrait regarder au cas par cas. Par exemple, je ne sais pas, quand les Belges abattent la statue de Léopold II, je trouve ça tout à fait justifié. Après, quand il s'agit des statues de Colbert,
même de Jules Ferry. Je trouve que ça se discute. Alors pour le coup, pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas aussi, pourquoi est-ce que ça n'est pas l'occasion de confronter des points de vue, d'ouvrir le débat. Voilà, d'ouvrir le débat. Non, moi, je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire que certains abattages de statut ou changement de nom sont parfaitement justifiés. Par exemple, moi, j'étais très contente quand on a enlevé l'avenue Bugeaud récemment. Enfin, Bugeaud n'est connu dans l'histoire de France que pour ses exactions en Algérie. Il n'a rien fait d'autre. Voilà. En France aussi, il a quand même été oui, les méthodes répressives, ça c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, tous les grands conquérants d'Algérie, ensuite ont Cavaignac, Bugeaud, Saint-Arnaud, tous ont appliqué les méthodes... ont appliqué les mêmes méthodes aux journées de juin 48 en France. Et après, on mitraillait le prolétariat parisien, après avoir mitraillé les Algériens. Bon, c'est pas inintéressant. Il a d'ailleurs un très beau livre à ce sujet, qui est L'honneur de Saint-Arnaud, écrit par François Maspero, qui est une biographie de Saint-Arnaud, qui est absolument remarquable, et qui justement montre cette continuité. Donc, il y a des cas où c'est parfaitement justifié. Vous avez raison, Colbert, qui a écrit le Code noir, effectivement, qui n'est pas ce que la France a produit de mieux. C'est l'évidence. Mais ça peut donner l'occasion d'expliquer, effectivement, de faire de la pédagogie. Donc, moi, je ne suis pas pour tout balancer, mais il faut choisir, il faut qu'il y ait des instances qui soient assez objectives, qui soient assez impartiales, qui soient assez sages pour dire ça mérite d'être enlevé. Et ça mérite d'être discuté. Ça mérite d'être compris. Voilà. En même temps, je trouve qu'il ne faut pas sacraliser complètement ces monuments qui, là encore, reflètent un moment de l'histoire de France. On sait que la statuification, je ne sais pas si ce mot existe, c'est quelque chose qui a été très, très, actif entre 1880 et 1914, pendant une période assez courte où on a voulu donner, où on a pensé qu'il était important d'élever des individus à l'exemplarité pour donc éduquer le peuple. Bon, mais après, on n'a pas, c'est pas quelque chose qui a continué. Tout récemment, sa ville natale, j'ai oublié laquelle, veut édifier une statue du colonel Bijard. Ah bon? Oui, tout à fait. Alors, il y a toute une polémique. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intelligent. Non, je pense que... je crois que c'est Jacqueline Lalouette qui disait « Nul n'est innocent devant l'histoire ». Le fait de sacraliser un individu, de donner un individu en exemple n'est peut-être pas la meilleure idée qui soit. Alors, il y a des pays nouvellement indépendants qui ont renvoyé des statues. Moi, je me souviens, quand j'étais gamine, au bout de la principale avenue de Tunis, il y avait une statue de Jules Ferry. D'ailleurs, l'avenue s'appelait Jules Ferry à l'époque coloniale. Bon, après, elle s'est appelée avenue Bourguiba. Donc, il y avait une statue de Jules Ferry, et avec deux petits enfants arabes à ses pieds, dont l'un, si mes souvenirs sont bons, portait une gerbe de blé et l'autre un livre. Enfin bon, c'était... Et à l'indépendance, la Tunisie l'a empaqueté, l'a rendu à la France. Voilà. Ça me rappelle un peu l'histoire plus récente, je crois que c'est en 2020, de la statue de Victor Schœlcher en Martinique. Ça, oui. Qui a été, je crois, aussi déboulonnée. Oui, alors là, ça fait partie des choses à discuter. Voilà, ça fait partie des choses à discuter parce que si on regarde cette statue, c'est un groupe où on voit donc Victor Schœlcher, député de la constituante en 48, de l'Assemblée nationale. Et l'abolition de l'esclavage. Voilà, mais qui est vraiment dans une attitude paternaliste, qui tient un esclave dont on voit donc qu'il le libère. Et là, il y a une sorte d'héroïsation du blanc. Évidemment. Qui fait que la libération de l'esclavage est présentée comme une sorte de don. Et non pas de lutte. Et non pas de lutte. Tout à fait. Et on peut comprendre, enfin, sur le coup, j'avoue que je me dis, mais n'importe quoi, Victor Schœlcher quand même. Mais on comprend les raisons. En même temps que Victor Schœlcher, il y a en 48 à l'Assemblée Cyril Bissette, qui est un député martiniquais, qui est un anti-esclavagiste, qui est lui-même un noir, un métis, et qui, lui,
mériterait de figurer au moins aux côtés de Victor Schœlcher sur ces monuments qui célèbrent l'abolition de l'esclavage. Donc, il y a des cas dans lesquels je trouve qu'il est, il est tout à fait compréhensible de discuter, voire de prendre oui, alors des... peut-être, bon, le fait de la déboulonner comme ça n'était pas forcément intelligent, mais effectivement, la façon dont est présenté Schœlcher est problématique. Oui. Parce que l'abolition de l'esclavage est quand même aussi le résultat d'une très longue lutte qui a commencé, d'une très longue lutte. On sait très bien qu'il a été aboli en 1791 ou 12, j'ai oublié, et rétabli par Bonaparte, par Napoléon, hein, je crois que c'était au moment de l'Empire, il a été rétabli, j'ai oublié si c'est en 1802 ou 1804, oui, je ne sais j'ai plus, oublié, non. mais enfin c'est pas grave, et sous la pression du lobby Béquet, comme on les appelle, hein, bon, donc, ce qui a été une catastrophe. Voilà, c'est donc là il y a quelque chose à raconter je n'aime pas dire la vraie histoire, c'est le mot vérité me gêne toujours en histoire, je préfère le terme de véracité, mais enfin disons de remettre les choses à leur place, voilà, ça c'est sûr. Et alors là il y a un travail absolument énorme. Moi c'est toujours en ne prenant que la France, quand je vois, puisque je parlais de Bugeaud tout à l'heure, mais le nombre d'avenues ou de rues ou de places qui sont quand même qui portent le nom de gens qui pourraient être accusés de crimes contre l'humanité. Je parlais de Bugeaud, on peut parler de Gallieni aussi à Madagascar. Ce qu'il a fait n'était pas vraiment très glorieux, etc., etc. Je crois qu'il y a aussi... Alors, il faut regarder à la façon dont c'est mené. Parce que je crois que la brutalité, la concurrence victimaire, ce n'est pas pédagogique. Mais il y a aussi une décolonisation de l'histoire à faire en France, incontestablement. La solution des contre-monuments n'est pas non plus une mauvaise solution. C'est-à-dire à Bordeaux, je crois qu'on a mis la statue d'une esclave noire, Modeste Testa. Oui, il y avait la Marianne noire, d'ailleurs. Voilà, qui vient rappeler en même temps, constituer un discours, un contre-discours aux plaques qui pouvaient porter le nom d'esclavagistes. Absolument. Donc, il y a aussi ces solutions-là. Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse à ce déboulonnage des statues, mais que heureusement, je crois qu'on a pas mal de solutions qui reposent sur... Il faut voir comment, pédagogiquement, sur le dialogue. On peut décoloniser l'histoire de France, qui a encore besoin. Bon, il y a un début, il y a des choses qui ont eu lieu, mais pas suffisamment, peut-être un peu trop lentement également. Et donc, moi, je ne suis pas une adepte de la brutalité absolue, je ne suis pas une adepte de la cancel culture non plus. Hein, c'est pas... Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a un chantier qui est absolument énorme sur ce plan-là. Et qui pourrait être exploité de manière justement pédagogique pour enseigner l'histoire, y compris aux enfants dans les classes, pour les faire participer aussi à ce remodelage ou à cet aménagement de l'espace public en fonction de la pluralité des mémoires qui est nécessaire. Tout à fait, oui. J'ai l'impression, à vous entendre, que la vision que l'on a de l'histoire est surtout fonction du temps qui passe. J'ai l'impression que vous soutenez l'idée d'une histoire de France en perpétuelle évolution plutôt qu'un récit fixe. Mais du coup, si notre histoire nationale change avec le temps, comment pouvons-nous enseigner un socle commun sans que chaque génération ait une compréhension différente de notre passé ? Comment faire pour que ma fille, qui a 2 ans aujourd'hui, par exemple, ait un jour la même vision de l'histoire que moi qui ne suis pas amené à prendre des cours d'histoire tous les jours ? Non, je pense que d'abord, il y a un effet de proximité chronologique. Il est évident que vous et moi, votre génération et la mienne, ont une appréhension de l'histoire qui leur est chronologiquement proche, plus qu'une appréhension de l'Égypte pharaonique. Enfin bon, ça c'est quelque chose de tout à fait logique, me semble-t-il, hein, l'effet de proximité. Comme il y a un effet de proximité géographique, qui existe aussi dans la mesure où on s'intéresse plus aux pays d'à côté que aux contrées extrêmement lointaines. Donc, effectivement, l'enseignement de l'histoire est tributaire également de la proximité chronologique et de la proximité géographique. Mais pas seulement, elle est également tributaire. D'abord, on continue toujours à découvrir. Je crois que ça, c'est important. Hein, le travail des historiens continue à permettre des historiens et de toutes les
les disciplines qui tournent autour. Les non-historiens vont me haïr pour cette formulation. Mais ça fait rien, j'assume. Donc, tout ça fait qu'effectivement, il y a des découvertes qui permettent d'appréhender. Et puis, il y a, je crois, même pour l'histoire dite ancienne, il y a des façons de la raconter qui vont permettre des ouvertures, sur l'autre. Je prends un autre exemple qui est l'exemple de l'Égypte. C'est un exemple absolument passionnant, l'Égypte ancienne. Pendant très longtemps, jusqu'aux années 1960, c'est pas si vieux, prenez tout ce qu'on dit sur l'Égypte, tout. C'est un empire. On ne sait pas sur quel continent il est. Hein. C'est l'Égypte. C'est une espèce d'en-soi impérial, parce que c'est une vraie civilisation. Et voilà. Bon, et on a parlé de l'Égypte pharaonique. Et puis, du fait d'un certain nombre d'historiens africains, dans les années 50 et 60, bien, on a été obligé de voir que l'Égypte, elle était située sur un continent qui s'appelait l'Afrique. Et que le Nil prend sa source, l'un prend sa source en Ouganda et l'autre en Éthiopie, le Nil blanc et le Nil bleu. Et que donc on avait appris aux petits-enfants européens que l'Afrique n'avait pas d'histoire et pas d'écriture, et tout d'un coup on est obligé de dire que l'Égypte se situe en Afrique. Ah donc, il y a eu une civilisation écrite, un des États les plus anciens de la planète, tout de même, qui se situait sur ce continent qui s'appelle l'Afrique. Et donc, là, vous voyez, une appréhension. On a été obligé de reconnaître, avec beaucoup de réserve et avec en freinant des quatre fers, il faut bien le dire, l'historiographie européenne a beaucoup freiné pour dire oui, c'est vrai, l'Égypte c'est un pays qui se situe en Afrique. Et que donc la civilisation égyptienne se situe en Afrique. Donc, vous voyez, il y a des évolutions. Et ces évolutions-là, moi, je ne sais pas quelle sera l'histoire qui sera racontée à votre fille. Elle ne sera probablement pas la même que celle qui m'a été racontée ou que celle qui vous a été racontée. Et ça évolue. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, cette évolution du regard sur le passé, elle existe sans doute depuis que les hommes se tournent vers le passé pour le raconter et pour le connaître. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de crise liée à la différence entre ce qu'une génération sait du passé et ce qu'une autre en apprend. Est-ce que les tensions identitaires qui existent aujourd'hui dans une partie de la société, quand même, entre éléments jeunesse et personnes plus âgées, sur les questions justement d'identité française, est-ce qu'elles ne sont pas liées aussi à cette crise générationnelle où on a enseigné quelque chose, ce roman national probablement, aux plus âgés, et les plus jeunes ont peut-être plus tendance à remettre en question ce roman national. Est-ce qu'il n'y a pas là quelques tensions qui, justement, nourrissent un peu cette identité ? Je ne pense pas que ce soit spécifique à l'histoire. Ce que je dirais aussi, c'est que l'histoire, c'est une discipline qui... D'accord, il y a la question du contenu de l'histoire, mais pour moi, ça n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire, l'histoire, ça n'est pas seulement un ensemble de connaissances sur le passé, sur lequel on serait d'accord. L'histoire, ce qui est le plus important, c'est que c'est une discipline qui nous apprend que notre présent n'est pas identique à ce qui s'est passé donc il y a 100, 200, 2000 ans. Donc, c'est une école qui nous permet de relativiser notre présent. Ouais. Et c'est une école qui nous apprend constamment que les choses changent, qu'on ne pense pas de la même manière. Et donc, si on intègre ça dans l'enseignement de l'histoire, chaque génération est prête à comprendre que elle ne se situe pas exactement où se situe la génération suivante. Et donc, ça peut permettre d'ouvrir la compréhension d'une génération envers l'autre. Parce que, tout simplement, on a compris qu'il y a des paramètres qui font que l'expérience d'une époque n'est pas l'expérience d'une autre époque. Donc, au contraire, je dirais que ça pourrait être une école d'ouverture entre les générations. Et puis il y a autre chose, me semble-t-il, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, vous parliez d'identité. Moi, c'est un terme que j'emploie le moins possible, le terme d'identité. D'abord parce qu'il n'y a pas une identité française, il y a des identités. Qui forge l'identité ? Qui dit l'identité ? C'est encore une couche dominante
qui dit l'identité. Est-ce que l'identité d'une femme et d'un homme est la même, d'un prolétaire et d'un aristocrate est la même, d'un rural ou d'un urbain est la même? Donc il y a... c'est compliqué l'identité. Mais je crois que une avancée formidable serait aussi, pour justement vous parliez de crise intergénérationnelle. La crise intergénérationnelle, à supposer qu'il y en ait une, Je parlais de tension. Voilà, une tension, c'est aussi une crise qui inclut les jeunesses d'origine étrangère. C'est-à-dire même si elles sont pleinement françaises, parce qu'on en est aujourd'hui, pour certains, à la 3e génération de la vie en France. Surtout, par exemple, si je prends pour les Nord-Africains, les subsahariens, c'est un peu plus récent, mais bon. Et si on introduisait davantage d'histoire des autres, voilà. Il n'y a pas assez d'histoire des autres dans l'enseignement de l'histoire de France. Ça donnerait... S'il y a, je ne sais pas moi... dans l'histoire qu'ils enseignaient aux gamins et aux gamines français, un chapitre sur l'histoire de l'Empire du Mali, par exemple, un chapitre sur l'histoire des Omeyyades et des Abbassides, par exemple. C'est redonner aussi, dire à ces jeunes, à ces enfants, qui ne se reconnaissent pas forcément dans une histoire franco-française, parce que la mémoire parentale ou grand-parentale, leur imaginaire, puise à d'autres sources. C'est redonner aussi un sentiment d'exister historiquement. Un sentiment Voilà. Et ça, je crois que c'est très important. Donc, il y a aussi une façon de faire avec l'altérité, une façon de créer du nous. Voilà. Et je crois que c'est peut-être, si on donne à l'histoire telle qu'elle est enseignée, une valeur performative. Après tout, elle en a une. Le roman national, il a toujours eu une valeur performative. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis une heure. Si on estime que l'enseignement de l'histoire doit avoir une valeur performative, il faut intégrer un peu l'histoire des autres qui sont en train de devenir français ou qui le sont déjà. Et comment on choisit? Comment on choisit ce qu'on intègre? Quels sont les critères? C'est peut-être un peu pratico-pratique comme question. On ne peut pas le dire comme ça aussi rapidement. Bien sûr, j'imagine. C'est pas... Il y a des commissions pour ça. Dans un monde globalisé, ne faut-il pas tenter de travailler sur un récit, mettons, transnational, un récit historique européen, ou même peut-être un récit universel? Alors, je ne parlerai pas d'un récit universel. Je veux dire, on n'enseignera jamais aux petits Indiens, aux petits Chinois et aux petits Français la même histoire. C'est normal. Mais il faut mettre de l'universel dans l'enseignement de l'histoire. Voilà, je le dirais plus comme ça que dire construire un récit universel. Mais pas de l'universalisme. Attention. Parce que l'universalisme a été un outil de l'hégémonie européenne. Et moi, je fais une différence entre universalisme et universel. Et pour reprendre la formulation de Merleau-Ponty, il faut construire un universel horizontal, un universel latéral. Et l'universalisme européen a toujours été un universalisme vertical. Voilà. L'Europe a inventé les Lumières, et dans ses générosités insignes, elle répand ses lumières dans le monde. À coup de canonnière, certes, mais bon, parce que ça a été essentiellement un coup de canonnière. Mais tandis que là, si on arrive à introduire de l'universel horizontal, de l'universel latéral dans l'enseignement de l'histoire, je crois qu'on aura fait un progrès immense. Parce que je dirais aussi, c'est que le roman national, enfin, la déconstruction du roman national n'est pas simplement quelque chose de dramatique, de triste. Voilà. Je pense qu'il faut voir aussi tout le plaisir qu'il peut y avoir à inventer d'autres histoires, et on ne perd pas le plaisir et l'effet du récit, parce qu'on décentre le récit national, qu'il n'y a rien là qui soit la fin. Rien là qui soit déshonorant. Voilà, ni déshonorant, effectivement. Ni triste, vous avez raison. Et ce n'est pas une privation. Voilà, ce n'est pas une privation. Voilà, vous le formulez mieux que moi. Mais c'est un plus, c'est pas un moins. Exactement, voilà. Oui. Paul Petitier, on arrive à la fin de cet échange. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
chez Michelet, il y avait, lorsque Michelet parle de la France comme d'une personne et qu'il commence à construire son histoire de France pour montrer justement comment cette personne se constitue, il y a quelque chose qui rappelle aussi qu'est-ce que les Lumières de Kant, c'est-à-dire les Lumières, c'est la sortie de la minorité dont nous sommes nous-mêmes responsables. Et il y a chez Michelet l'idée qu'il faut montrer comment la nation est une sortie de la minorité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ressemble au roman d'apprentissage dans cette manière de concevoir l'histoire, y compris avec les échecs, puisque l'histoire de Michelet n'est pas une histoire entièrement élogieuse. Elle n'est pas forcément irénique, oui, non, pas du tout. Pas du tout. Et quand il parle de l'Ancien Régime, il montre comment il s'oppose beaucoup justement au roman national contemporain qui est en train d'ériger la France de Louis XIV en modèle d'apothéose, de rayonnement culturel français, en passant sous silence l'oppression du régime de la monarchie absolue. Donc, le modèle du roman d'apprentissage permettait, de parler de l'histoire d'une manière comme un exercice d'accès à la majorité morale pour un peuple. Alors aujourd'hui, je crois que le modèle est dépassé, le modèle du roman d'apprentissage, en tout cas dans la continuité. Simplement, une raison aussi, me semble-t-il, c'est que pendant très longtemps, jusqu'à une époque récente, il y avait deux légitimités en gros pour l'enfant. La légitimité des parents et celle de l'école. Il n'y en avait pas d'autre. Aujourd'hui, vous avez un tel faisceau d'informations, de lieux, de pseudo-vérités, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'entourage, que le roman d'apprentissage n'a plus d'effet. C'est vrai. Mais ce que j'ajouterais quand même, c'est qu'il ne faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que dans cette idée justement d'une histoire qui montrerait comment, ce passage à la majorité, il y a quelque chose à retenir sans doute. Par exemple, je pense à l'histoire des femmes, qui est une histoire qui reprend ce schéma, mais ça peut être la même chose aussi pour l'histoire des peuples colonisés. Bien sûr. Comment il y a, à partir d'un moment, une prise de conscience, une lutte pour ses droits, une revendication de ses droits, et donc la constitution finalement d'une personne collective qui est importante, me semble-t-il. Là, c'est un exemple, ce que vous dites, parce que la question de la réintroduction des femmes dans l'histoire est absolument centrale, fondamentale. Oui. Quand on pense que pendant des décennies, on a dit que 1848, c'était l'instauration du suffrage universel. Et il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour qu'on ajoute masculin, pour qu'on dise que c'était le suffrage universel masculin. Donc, des générations d'élèves ont pensé que, les femmes, ça n'existait pas, puisqu'en 1848, on avait instauré le suffrage universel. Voilà un type de mensonge évident et palpable, quoi. Mais donc, centrer de temps en temps des types d'histoires sur cette question de la prise de conscience et de la lutte pour la conquête de droits, me semble être aussi quelque chose qui peut permettre de faire la jonction entre l'histoire collective et l'histoire individuelle, et donc de faciliter l'appropriation de l'histoire. Parce que je pense que quand on est au lycée, on a aussi ses propres droits, sa propre personnalité à construire et à défendre, et que là, il y a une articulation possible entre la discipline et le parcours de l'individu. Moi, je me pose une ultime question. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, peut-être un peu maladroitement sur les réseaux sociaux, etc. C'est quelle est aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, pour un gamin, une gamine d'aujourd'hui, quelle est la légitimité de l'école? Et ça, c'est une vraie question. Oui. Voilà, c'est une vraie question. Et tout ce qu'on vient de dire sur les nécessaires changements, la nécessaire déconstruction, ça ne peut passer, c'est que si l'école garde une légitimité aux yeux de l'enfant. Voilà. Oui, il y a ce gros problème. C'est un énorme problème. On peut partir des meilleures intentions du monde, mais si effectivement l'institution se délite... Voilà, c'est ça.
D'élite et n'est pas protégé. Et n'est pas protégé, oui, parce que quand je dis ceux d'élite, effectivement, le pronominal est... Oui, c'est plutôt n'est pas protégé. Voilà, c'est plutôt est délité. Oui. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci à vous. Merci à vous.